Bonjour Stéphanie, bonjour Hervé, bonjour Maxence et bonjour Anaïs. Nous allons évoquer avec vous ces enjeux sociaux, sociétaux, 20 minutes et après j'ai une surprise pour vous. Ne me demandez pas quoi, c'est une surprise. Quand on en fait, il n'y a pas de gâteau pour les 20 ans, mais j'ai un cadeau. Voilà, c'est déjà pas mal. On va parler des enjeux sociaux et sociétaux avec vous. Et on va peut-être démarrer avec... prenez un micro Stéphanie. Vous êtes évidemment, on l'a vu, Joker, service, chef d'entreprise, formation, vous connaissez, puisque dès le départ, vous aviez monté cette boîte-là. Vous êtes également la présidente du CESP dont on a parlé tout à l'heure, votre président de la FESP, Brice Alzon. Quels sont les enjeux sociaux, sociétaux les plus urgents pour vous et pour les services à la personne? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Le plus urgent et malheureusement celui qui est toujours d'actualité depuis 20 ans, c'est la reconnaissance en fait de nos métiers. Donc je parle des métiers d'assistant de vie ou d'assistante de vie, les métiers de garde d'enfants à domicile, les métiers d'assistant ménager ou assistante ménagère. On a intégré récemment les auxiliaires de crèche, les professeurs à domicile pour le soutien scolaire. Et les jardiniers, et voilà, on a 26 métiers dans notre branche. Et donc, la reconnaissance de ces métiers, elle passe d'abord par la reconnaissance des pouvoirs publics, évidemment par la reconnaissance des clients, mais surtout donc par le soutien en fait des services de l'État et qui peut donc nous permettre de stabiliser nos structures et même de gagner en marge, qui nous permettrait donc si on arrivait ce doux rêve de pouvoir mieux recruter avec des méthodes plus professionnelles mais qui ont des coûts, de pouvoir mieux intégrer, de pouvoir passer plus de temps dans l'intégration, de pouvoir mieux former plus longtemps et puis avec des méthodes pédagogiques plus dynamiques, plus performantes. Vous faites des phrases longues, Stéphanie. Je ne vais pas pouvoir vous couper si vous êtes sur des phrases longues. Et vous m'avez parlé d'un truc très important. Vous m'avez dit, Yann, il faudra qu'on parle de ça. C'est l'inclusion. Pourquoi vous insistez là-dessus ? Oui, en fait, il y a un métier qui est vraiment un enjeu social et sociétal pour la France. C'est le métier des assistants ménagers, des assistantes ménagères. Je vais me mettre à parler au féminin puisqu'on est à 99% de femmes sur ce métier. Et donc, personne, en fait, ne rêve d'être femme de ménage un jour. Les parents non plus ne souhaitent pas pour leurs enfants qu'un de leurs enfants devienne femme de ménage. Pour faire ce métier, il faut avoir sacrément galéré avant. Et donc, l'ensemble des structures de services à la personne, et y compris Joker, qui proposent ces métiers, participent à l'inclusion de femmes très éloignées de l'emploi. Quand je dis très, c'est très éloigné de l'emploi. La plupart n'ont jamais travaillé, savent à peine lire, écrire, compter, savent à peine parler le français pour certaines, pour 40%. Et puis, ont connu, en général, l'échec scolaire, donc jamais de diplôme, ont connu des violences dans leur famille, auprès de leurs proches, etc. C'est des métiers d'avenir, vous pensez ? Oui, ce sont des métiers d'avenir. Il y a donc ce sont déjà tous nos métiers viennent là d'être publiés métiers en tension. Et donc on va encore recruter 500 000 emplois d'ici 2030. Alors, on parlait tout à l'heure avec Jean-Louis de maillage, de territoire. Ça joue un rôle sur le territoire, rôle social, vos métiers ? Eh bien oui, parce qu'en fait, partout en France, y compris dans les petits villages, en province, dans les villes intermédiaires, on crée de l'emploi en fait, en allant intervenir dans des familles pour aider les seniors, pour aider les femmes actives à garder leurs enfants pendant qu'elles travaillent, et pour garder aussi pour ces femmes un équilibre pro et perso en les soulageant de leurs tâches ménagères et de leur repassage. Bon, je ne vais pas vous énerver, mais quand même, j'ai entendu quelqu'un, une femme en particulier, parler de toucher au crédit d'impôt. Ça vous agace évidemment ? Ça serait grave ?
Ça serait dramatique en fait. Les services à la personne sont un pilier de la société française. On aide, donc je l'ai dit, des femmes très éloignées de l'emploi et quelques hommes quand même, hein, je les oublie pas, à se sortir en fait de la galère en leur proposant des CDI, en leur proposant du management, en leur proposant en général, grâce à leur CDI, un premier appartement. Digne de ce nom en tout cas. Les femmes peuvent récupérer la garde de leurs enfants qu'elles ont certaines perdues malheureusement parce qu'elles n'ont pas de logement. Voilà. Et pour les femmes actives qui utilisent nos services, eh bien dans certains pays, il y a des femmes qui doivent s'arrêter de travailler parce qu'elles n'ont pas de solution de garde d'enfants. On réfléchit beaucoup avant d'avoir un enfant aujourd'hui en France. Hein. On ne posait pas autant de questions avant. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait pas d'enfants à cause de ça, mais ça nous pose des réflexions sur le timing. Est-ce qu'on trouvera quelqu'un pour garder notre enfant, par exemple? Oui, parce qu'on sera toujours là. Ah, super. C'est une bonne réponse. Maxence, je vous présente Maxence Hoth qui est là. Maxence Hoth, alors vous connaissez Stéphanie évidemment puisque vous êtes administrateur au syndicat, hein, au CESP, et vous êtes référent territorial sur les Alpes-Maritimes pour la FESP. Je me souviens de Nice, les assises chez vous, c'était très sympa avec un très joli soleil sur la Croisette. Alors Maxence, vous êtes référent territorial. Pourquoi cette stabilité dont on parle depuis tout à l'heure, fiscale, financière, est-elle considérée comme condition essentielle au développement des entreprises que vous représentez ? Yann, si vous me le permettez, je dois faire une annonce juste avant et profiter de Jean-Louis Borloo qui est ici. Je suis un des enfants de Jean-Louis Borloo. Je me présente à vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes très heureux de me rencontrer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a à peu près 20 ans, je faisais mon stage de 3e dans une structure d'aide à domicile. Et à aucun moment, je me disais que 20 ans plus tard, je serais dirigeant d'une structure et présent face à vous pour en parler. Et ça vous fait quoi de revoir papa? Je suis ému. Et j'ai l'impression d'être à la télé et de faire perdre de vue, moi. Vous vous souvenez? Donc Jean-Louis est ravi de vous avoir. Il faudra juste parler de succession après, hein, d'accord? Pouvez-vous nous présenter votre initiative? Expliquez-moi un peu. Vous avez fait un truc très sympa, c'est la formation digitalisée. Ouais. L'année dernière, on a fait des assises à Marseille avec la fédération, une grande concertation. Et de cette concertation, il est remonté quand même plusieurs choses. Et je me suis réuni avec Manon Montier, qui est responsable formation de la Fédé. Et on s'est dit, il y a plein de formations, c'est génial, mais souvent c'est long, c'est complexe pour y accéder. Quand un nouvel arrivant arrive dans une structure, on a besoin qu'il soit opérationnel rapidement. Parce qu'on a des besoins urgents en face, il faut y répondre. Donc on s'est penché sur la question et on s'est dit il faut qu'on crée quelque chose qui réponde à des critères opérationnels tout de suite maintenant. Et c'est pour ça qu'avec Anaïs, on a pu co-construire sous l'initiative de la fédération des formations, un parcours d'intégration standard, tout simplement. Vous transmettez des passerelles où vous devriez faire de la télé, je vous le dis. Hein. Anaïs, bonjour. Comment allez-vous, Anaïs Pancam? Eh ben, parfaitement bien. Oui, alors vous êtes chez Xelia, ça parle évidemment à certains de la salle, puisque vous êtes une entreprise importante dans le secteur des services à la personne, et à l'intérieur, vous êtes consultante en stratégie, transformation et performance chez Amaltia. Amaltia, c'est quoi? Amaltia, c'est le pôle conseil et formation de Xelia, parce que Xelia est avant tout éditeur, accompagnateur, formateur, éditeur au travers du logiciel Ximi, et le reste, c'est Amaltia qui s'en occupe. Bon, alors en quoi ces parcours d'intégration dont on vient de parler, en plusieurs niveaux, comme Amaltia Compétences par exemple, peuvent s'apparenter à, on va utiliser des termes à la mode, des game changers? Alors, Amaltia Compétences, c'est la plateforme de formation, et donc sur les parcours qu'on a travaillé avec Maxence et Manon, on a décidé d'avoir 4 niveaux qui correspondent à différentes expériences qui permettent du coup à chaque nouveau salarié de pouvoir se retrouver donc du débutant à la personne qui a plusieurs dizaines d'années dans le secteur. Il a un positionnement individualisé, j'imagine. Exactement. Du coup, on va venir construire ce parcours d'intégration pour que le salarié il se sente embarqué dès le départ. Ça, on répond aussi à un peu une question de satisfaction. Et puis ensuite, on va venir lui proposer un projet de carrière, quelque chose qui peut lui amener de la visibilité et aussi répondre à peut-être ses nouvelles attentes ou des
besoins de changement, d'évoluer. Alors faites-moi un peu le ratio là, le ROI. Impact business, avantage pour le salarial par exemple. Maxence, il a souligné, pour la structure, c'est quand même la garantie d'avoir un salarié qui est opérationnel rapidement. Surtout sur les premiers jours, premières semaines, on ne peut pas tout de suite les mettre sur des prestations techniques. Donc on peut occuper le temps à bien l'intégrer. Évidemment, ça, je pense qu'on en reparlera, mais la formation, c'est aussi un gage de qualité de service. Et puis après, pour le salarié, cette garantie d'être bien accueilli, de pouvoir se projeter dès son arrivée, et puis de pouvoir se dire, en fonction des besoins, de l'âge où j'ai envie d'aller, je vais pouvoir construire mes parcours, monter pas à pas les échelons. Oui, et puis en plus, quelque part, vous le fidélisez, votre salarié, parce qu'il apprécie que vous lui donniez des choses pour qu'il grandisse et qu'il soit un peu meilleur de jour en jour. Oui, complètement. Là, on parle de parcours d'intégration, mais si on parle de formation continue, c'est quand même un des enjeux auxquels ça répond, c'est-à-dire de pouvoir nourrir un salarié dans une formation continue tous les 2 mois, tous les 3 mois. Forcément, on arrive à renforcer ses compétences, mais aussi on lui donne de la projection, et donc on essaye de réduire ce turnover qui est très important. Vous m'avez dit la même chose que a dit tout à l'heure Claire Lano. Pour vous, c'est qualité de service, hyper important. Oui, c'est évident. Je pense que c'est aussi de la reconnaissance. Quand on a des intervenants qui font bien leur métier, sont passionnés, les bénéficiaires le renvoient, que ce soit le dirigeant de la structure ou les bénéficiaires. On a aussi cette reconnaissance par là. Hervé Dallangeville, vous êtes en train d'écouter Anaïs, vous êtes directeur appui aux branches, vous êtes OPCO des entreprises de proximité. Vous êtes OK? Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Alors, avant toute chose, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci à la FESP pour l'organisation et bravo, parce que c'est vraiment un bel événement. Merci d'avoir invité aussi les petits hommes verts, parce qu'on a parlé des hommes en gris, mais la formation, c'est aussi les petits hommes verts que personne ne comprend. Donc on va aussi vous parler de ce côté formation sous un angle un peu différent, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le volet financier, il n'y a pas que le volet combien il reste à charge de l'entreprise. La formation, c'est, comme vient de le dire Anaïs, c'est bien au-delà. C'est un parcours structurant de l'entreprise. C'est justement la perspective de partager la stratégie de l'entreprise. Et moi, l'OPCO est une structure paritaire. Je suis très attaché au dialogue social. Le dialogue social dans l'entreprise, c'est aussi le temps qu'on peut consacrer aux salariés. Et puis Hervé, on a parlé d'attractivité du secteur. Ça y joue? Ah bah oui, bien sûr. Une entreprise qui implique ses collaborateurs dans son orientation, qui lui fait partager les orientations, qui forme justement pour aller ensemble vers ce projet, c'est une entreprise qui intéresse, qui capte, qui pérennise justement ses compétences et qui le rend beaucoup plus attractif que simplement le métier que l'on fait en transition avant de trouver autre chose. C'est difficile d'attirer sur ce secteur? Tout à l'heure, effectivement, ma voisine parlait d'attractivité, mais justement, cette attractivité, c'est le métier en tension que vous parliez, c'est ça le terme que je recherchais. Aujourd'hui, trouvez moi-même, dans les 54 branches de l'OPCO des entreprises de proximité, il n'y en a pas une qui ne recrute pas. Il y a une sur 4, vous me dites, qui recrute, c'est ça? Alors, c'était une sur 3 même il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on est encore à une entreprise sur 4 qui recrute. Donc, quand vous dites au chef d'entreprise, est-ce que vous êtes sur une entreprise d'un métier en tension, il va vous répondre oui, parce qu'il a du mal en général à recruter. Mais en même temps, pourtant, franchement, les services de France Travail sont là pour aux côtés. On parlait de proximité. Tous les acteurs travaillent ensemble sur le terrain. Moi, il y a encore quelques mois, j'étais en région, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais les modèles ont changé, la société a changé. 30 ans dans la même boutique, on n'imagine pas les nouvelles générations le faire. C'est vrai, mais changer de métier, ça peut aussi se faire dans la même entreprise. Et donc c'est ça qu'il faut faire passer comme image? Je pense, oui. Ouais. Quand on parle de reconversion professionnelle, quand on parle de changement de métier, c'est pas forcément d'aller voir ailleurs parce que c'est mieux ailleurs. Non, dans l'entreprise, le chef d'entreprise, il a aussi envie de garder ceux qui ont composé sa boîte et qui constituent les vraies valeurs de l'entreprise. Et vous m'avez dit un truc très important aussi sur la formation, vous m'avez dit ça casse le turnover des boîtes.
Parce Oui. que quand les gens tournent, c'est qu'ils sont pas bien et vous les fidélisez avec la formation. Oui, oui, absolument. Et c'est ce que je disais, si c'est partagé. Je crois beaucoup aux entretiens pro. C'est une fois dans l'année, consacrer une demi-heure, 1 heure avec vos salariés, pas seulement sur l'entretien annuel où vous allez fixer les objectifs, mais sur les perspectives, sur les envies des uns et des autres. On apprend beaucoup de choses, c'est très riche. Et comme l'a dit Jean-Louis Borloo tout à l'heure, c'est vrai que c'est avec les hommes et les femmes qu'on fait avancer les entreprises. Il faut capitaliser sur les ressources humaines. C'est tellement une richesse pour les entreprises que quand elles sont de qualité, et vous avez tous des collaborateurs de qualité ici, il faut capitaliser dessus. Et moi, j'avais une table ronde de qualité. Donc, je voudrais qu'on vous applaudisse à la hauteur de votre compétence. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous.